mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. C'est parti pour ce premier numéro consacré à des séries d'émissions pour le bilan donc, du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Marie Sibi, qui est la coordonnatrice de la cellule genre donc, du ministère de l'Éducation nationale. Je ne serai pas seul dans cette émission, je serai avec ma co-animatrice Madame Diadjou Mami. Bonjour, je vous laisse le soin de saluer nos téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour Badé, bonjour à tous nos téléspectateurs et ravi d'avoir Madame Sibi sur ce plateau. Bonjour Madame Marie Sibi, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Badé, bonjour Madame Diadjou et bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Et je suis heureuse de partager avec vous ce plateau pour faire le bilan donc, des activités de la cellule genre pour l'année 2024, mais aussi être le premier élément de cette série d'émissions bilan sur le ministère de l'Éducation nationale. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Mamie, de démarrer avec une dame, donc Madame Marie Sibi, elle a rappelé, coordonnatrice de la cellule genre et équité donc, du ministère de l'Éducation nationale. En tout cas, merci chers téléspectateurs. Et ainsi va donc cette émission. Nous allons en profiter pour recevoir également tous les chefs de service, tous les directeurs donc, du ministère de l'Éducation pour revenir sur les activités phares déroulées donc, durant l'année 2024 et les activités planifiées pour 2025 également. Mais avant cela, Mamie, la cellule genre et équité du ministère de l'Éducation nationale, c'est bien à savoir, Madame Marie Sibi. Vos missions, c'est quoi? Quelles sont les missions qui sont assignées donc, au sein donc, de cette structure? Merci beaucoup. La cellule genre et équité, en fait, est née des instructions du décret 2017-313 portant organisation du secrétariat général des ministères, donc qui a créé des cellules du genre et de l'équité au niveau de chaque département ministériel. Cette cellule est une structure d'alerte, de veille et de coordination des interventions en faveur de l'équité et de l'égalité de genre. Et nous travaillons spécifiquement à l'intégration de la dimension genre dans le secteur de dans le système éducatif. Nous travaillons à la prise en charge des enfants victimes de violences, donc globalement sur la protection des enfants, la lutte contre les violences en milieu scolaire et aussi l'inclusion, la prise en charge de l'inclusion, d'une éducation inclusive au sein du ministère. Je rappelle que nous sommes à un niveau stratégique et relativement à cela, il faut noter aussi la dimension transversale de la cellule qui travaille avec l'ensemble des 6 programmes du ministère, des autres directions et services, mais aussi du niveau déconcentré. Et de chaque structure déconcentrée, nous avons un responsable de poste genre qui est quelque part notre répondant par rapport à toutes nos interventions sur le terrain. Alors, par rapport au genre, vous l'avez souligné, au sein du ministère de l'Éducation, comment le genre a été pris en compte au niveau même de l'attribution de ces postes? Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Au niveau du ministère de l'Éducation, je rappelle que quand même nous avons une longue histoire avec l'intégration de la dimension genre. Nous avons commencé d'abord à mettre en place un dispositif de promotion de l'éducation des filles, et cela date des années 2000, avec le projet SCOFI qui était installé au sein du ministère de l'Éducation nationale, parce qu'en son temps, on avait pratiquement un faible taux d'accès des filles à l'éducation. C'est suite au Forum de Fatigue de 1995. Donc ce projet scolarisation des filles a été mis en place, en tout cas au niveau du ministère, coordonné par Madame Jack Mamboussou-Samb. Et je pense que c'est ce qui a donné naissance d'ailleurs au SNEP-SCOFI lorsque le projet a dépéri. Nous avons commencé aussi avec le cadre de coordination des interventions sur l'éducation des filles qui a été créé en 2008. Et c'est en 2020 que la cellule genre et équité du ministère de l'Éducation nationale a été mise en place. Juste pour dire que nous avons travaillé sur ces problématiques bien avant 2020. À partir de 2020, maintenant, c'est une nouvelle démarche. C'est un nouveau départ. Les paradigmes changent. On n'est plus dans une dynamique seulement de coordination des interventions de l'éducation des filles, mais de prise en charge de l'équité et de l'égalité de genre. Ce qui nous a amené d'ailleurs à faire un audit genre du ministère
pour voir quels sont les éléments des points forts que nous avons, quels sont les points faibles, les opportunités, quel est le niveau de prise en compte du genre dans le secteur de l'éducation et quelles recommandations pour aller dans le sens d'une meilleure intégration de cette dimension qui pose des enjeux forts de développement économique et social. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir donc comment est structuré l'organigramme de la structure? La cellule genre actuellement n'a que 3 bureaux. Un bureau protection, inclusion, un bureau suivi, évaluation, planification, suivi, évaluation, un bureau genre. Donc ce sont les 3 bureaux qui constituent la cellule. Mais comme je l'ai dit, nous avons des répondants dans chaque structure du ministère de l'Éducation nationale, ce qui nous facilite la tâche par rapport à nos interventions. Et je reviens sur cette dimension stratégique. La cellule n'est pas opérationnelle. Donc nous, ce qu'on fait, on impulse. Et c'est le niveau opérationnel qui met en œuvre. À titre d'exemple, si la cellule veut travailler sur la prise en charge des enfants en difficulté d'apprentissage, ce sera avec la direction de l'enseignement élémentaire, la direction de l'enseignement moyen secondaire général. Et si nous voulons aller vers des formations, c'est la direction de la formation et de la communication qui va porter le lead. Et nous, on ne fera qu'accompagner, encadrer en fonction de nos besoins et de notre mission de suivi de l'intégration du genre dans les formations. Ça sous-entend que la cellule genre, elle est transversale au sein donc, des différents services. Effectivement, c'est une cellule transversale et qui doit travailler avec toutes les structures du ministère. Et c'est le décret de 2017, justement, qui rattache les cellules genre au secrétariat général des ministères. Alors, Madame Marisibi, est-ce que vous pouvez nous parler donc, des activités qui ont été planifiées? Pour 2023-2024, comme je l'ai dit, nous avions déjà pour mission première d'évaluer le niveau de prise en compte de la dimension genre dans le secteur de l'éducation. Un rapport d'audit, un audit a été fait, le rapport partagé, justement, en 2024. Ce rapport qui a permis l'élaboration d'une stratégie genre du ministère de l'Éducation nationale, mais surtout du plan d'institutionnalisation de la stratégie. Parce que si on n'a pas ce plan d'action, on aurait peut-être des difficultés à comprendre ce que nous allions faire, comment nous allions le faire et avec quels acteurs. Donc nous avons partagé et validé le rapport de l'audit genre, élaborer la stratégie genre et le plan d'institutionnalisation du genre, mais parallèlement, nous avions aussi d'autres activités, notamment dans la protection des enfants, où des outils ont été élaborés pour accompagner donc, la prise en charge des enfants victimes de violences, notamment la plateforme de gestion des cas de violence, cette plateforme qui a été élaborée depuis le projet RAP, que nous avons repris parce que nous avions aussi dans nos missions de consolider les acquis et de veiller à la pérennisation des bonnes pratiques. Raison pour laquelle nous avons travaillé à la diffusion de la plateforme de gestion des cas de violence, incident.sn, et élaborer des outils très simples qui peuvent aider les acteurs de l'éducation à aller dans le sens d'une bonne protection des enfants. Au-delà de la protection, nous avons aussi, au niveau de la cellule, élaboré ce qu'on a appelé un guide harmonisé sur la prise en charge des violences basées sur le genre en milieu scolaire, avec l'appui de nos partenaires, notamment l'UNESCO. Pourquoi ce guide harmonisé? Il y a énormément de documents qui entrent dans le système et qui échappent souvent au contrôle du ministère. Documents qui peuvent ne pas aller dans le sens des orientations de l'autorité. Donc c'est pour cette raison qu'avec l'aide de la DFC et des autres structures dont le Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle, l'IGEF, l'INEAD, la direction de la formation et de la communication et les directions pédagogiques, les CRFPE, les inspecteurs, donc au niveau des inspections d'académie et des inspections de l'éducation et de la formation, il y a eu des représentations, des organisations de la société civile, dont la COSIDEP. Donc nous avons travaillé avec toutes ces entités pour élaborer un guide du ministère qui, dès qu'il sera validé, sera le document de travail de l'ensemble des acteurs du système qui veulent s'investir sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire. C'est important parce qu'il nous faut actuellement
partagé sur le concept du genre. Quel est le contenu qu'on lui donne? Pourquoi le ministère s'investit par rapport à cette problématique? Et on va même élaborer, on a déjà commencé d'ailleurs, des outils genre. Nous attendons certes le glossaire qui doit nous venir du ministère de la Famille et des Solidarités, mais en attendant, et pour contribuer, nous, de façon positive à l'élaboration de ce glossaire, il nous faut identifier nos éléments de contenu, veiller à l'appropriation de ces contenus par les acteurs, raison pour laquelle nous devrons aussi disposer d'un guide genre et éducation. Marie, pour revenir tantôt, vous avez parlé de genre, c'est quoi? Beaucoup de gens pensent que le genre, c'est le fait de vouloir opposer l'homme à la femme. Et expliquez-nous concrètement, c'est quoi la notion de genre? Qu'est-ce que vous entendez par cellule genre et c'est quoi le genre? Merci beaucoup. Je pense qu'au-delà de ce que vous venez de dire, beaucoup de gens pensent que quand on parle de genre, on parle de femme. Le genre va au-delà de cela. Le genre, c'est l'analyse des rapports entre les hommes et les femmes. Comment ces rapports sont construits, en faveur de qui, et pour aller vers, maintenant, la dimension équité, vers un équilibre entre droits, devoirs des hommes, des femmes, des garçons et des filles. Et je rappelle aussi que par rapport à ce concept, qui est un outil de développement aussi, parce que qui permet à toutes les composantes de jouer leur partition par rapport au développement de notre pays, c'est aussi un outil d'évaluation des rapports sociaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le secteur de l'éducation, et pour le Sénégal globalement d'ailleurs, parce que Monsieur le Premier ministre l'a dit, nous avons cerné ce concept. Ce sont les hommes, les femmes, les garçons, les filles, les personnes en situation de vulnérabilité. Quand on dit vulnérabilité, c'est la vulnérabilité économique. Ce sont les personnes handicapées. On ne va pas au-delà de nos valeurs culturelles et cultuelles, ce que nous dicte la religion et ce que nous dicte notre société. Effectivement, Badé. Donc, je pense qu'elle a déjà défini la notion de genre. Et c'est très important que les gens puissent savoir faire la dichotomie entre ce qui est du sexe, entre le masculin et le féminin. C'est une notion qui va au-delà de cette perception. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait savoir, elle a fait une petite esquisse, en fait, des résultats qu'ils ont de leur travail, des résultats qu'ils ont obtenus durant cette année. Justement. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir de manière un peu plus détaillée les résultats que vous avez obtenus durant cette année? L'audit, quoi. C'est ça. Donc, l'audit genre a montré d'abord qu'en termes d'accès, les filles maintenant accèdent plus que les garçons. Parce que l'indice de parité est en faveur des filles à tous les niveaux, du préscolaire au secondaire. Donc, il y a plus de filles qui entrent que de garçons. L'audit genre a montré le faible taux d'accès des femmes aux postes de responsabilité, mais a montré aussi les difficultés que nous avons par rapport au maintien et aux performances des filles. Elles entrent, elles ne restent pas. Le niveau de prise en compte de l'éducation inclusive, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il reste énormément à faire en termes d'enrôlement de ces enfants, en termes de prise en charge des enfants dans les structures scolaires, disponibilité de matériel et tout. L'audit genre a montré qu'au niveau infrastructure, même si les nouvelles normes de construction vont dans le sens de l'épanouissement des garçons, des filles, des enfants handicapés dans les établissements, il y a encore des difficultés par rapport à la disponibilité de points d'eau, par rapport à la disponibilité de toilettes. Et pour ces toilettes, on a une dimension intéressante qui est ressortie de notre audit. Les filles, en fait, ne fréquentent pas dans certaines localités les toilettes. Parce que quand nous avons dit toilettes séparées filles-garçons, nous avions pensé mettre les toilettes des filles pour des raisons de sécurité à des endroits visibles. Malheureusement, pour des considérations culturelles, beaucoup de filles ne vont pas dans ces toilettes-là. Et ça nous renvoie au terme Wolof, sutura. Donc, les gens ont souvent d'aller vers les toilettes au vu et au su de tout le monde. Donc c'est à nous de discuter avec les autorités locales pour voir dans quelle mesure avoir des toilettes sécurisées pour nos filles.
Donc, au-delà donc, des infrastructures, il y a toute cette dimension pédagogique qui est ressortie. Et nous nous félicitons d'avoir quand même pour l'élémentaire des outils pratiquement exempts de stéréotypes. Et c'est important, l'image que nous renvoyons à nos enfants et qui peuvent forger leur avenir. Si nous leur montrons qu'il y a un plafond de verre au-dessus de la tête des filles, elles ne vont pas avancer. Et l'un des critères de choix des manuels pour l'élémentaire aujourd'hui, justement, c'est cette dimension genre, équité, égalité. Et c'est important, c'est ressorti dans l'audit. L'audit a montré aussi qu'en termes budgétaires, il y a des efforts à faire. La budgétisation sensible au genre, le gender mainstreaming n'est pas encore une réalité chez nous. Et en termes d'indicateurs, des efforts importants à fournir. Pour disposer d'informations sur les grossesses, ça va impacter le maintien des filles à l'école, sur les mariages d'enfants et sur les violences. Mais c'est un travail de sensibilisation aussi, c'est un retour de l'audit à l'endroit des parents et des acteurs pour qu'ils comprennent qu'en donnant la bonne information, on permet à l'autorité de prendre la bonne décision. Alors, ces derniers temps, on a vu un rapport, je ne sais pas, est-ce que réellement les chiffres sont exacts ou pas, je ne sais pas quel commentaire vous en ferez, qui parle de grossesse en milieu scolaire, avec des chiffres alarmants. Quel commentaire vous en faites? Nous avons comme document de référence pour tout ce qui concerne les données statistiques, le rapport national sur la situation de l'éducation. Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer des informations venant d'autres sources. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'au niveau du ministère, des efforts doivent être faits pour nous permettre de disposer de toutes les informations et en temps T. Maintenant, c'est un chiffre alarmant, c'est vrai. Et même au-delà de ces chiffres, nous devons nous investir davantage pour prendre en charge cette problématique. Et on va d'ailleurs vers une rencontre avec l'ensemble des acteurs sur la problématique des viols, des grossesses en milieu scolaire. C'est important parce que je pense qu'il ne sert à rien d'investir sur des enfants pour ensuite les voir sortir des cursus scolaires et pour raison de grossesse. Et il nous faut aussi faire de sorte que celles qui sortent, peut-être qu'on puisse les récupérer. Et ça, c'est important lors de la Journée nationale de l'éducation des filles d'ailleurs. Monsieur le ministre a donné comme instruction donc, la mise en œuvre du plan d'accompagnement des jeunes filles et nous avons un arrêté qui les aide, qui encadre la sortie, d'autant plus qu'aujourd'hui il n'est plus permis à un chef d'établissement ou un directeur d'école d'exclure une fille parce qu'elle est en état de grossesse. C'est l'arrêté 83-73 du 23 mars 2023. Donc cet arrêté qui dit, pourtant l'arrêté porte sur la protection des enfants et des jeunes filles en milieu scolaire et qui dit clairement qu'on ne doit pas exclure une fille en état de grossesse. Il y a quelques années, on parlait de pouvoir faire accès aux filles à l'école et le maintien. Je ne sais pas comment c'est passé, quelles sont les stratégies qui ont été déployées pour en arriver à ces résultats. Je rappelle qu'il y a eu une forte mobilisation communautaire autour de la problématique de l'accès des filles à l'éducation. J'ai parlé tantôt du SNEP-SCOFI, des enseignantes qui se sont mobilisées, mais aussi de l'institution qui a pris les devants depuis la rencontre de haut niveau de 2000. La rencontre de Dakar 2000. Donc, des décisions ont été prises pour l'accès pour tous à l'éducation, avec un accent particulier sur les filles. Ce qui nous a permis, une action positive, oui, ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir le décret 2006-443 du 10 mai 2006 portant institutionnalisation de la Journée nationale de l'éducation des filles. Et au-delà, la mise en place du cadre de coordination des interventions sur l'éducation des filles, la mise en œuvre de 2 grands projets, les projets d'appui à l'éducation des filles et à l'autonomisation des femmes, qui ont beaucoup contribué à la mobilisation communautaire pour que les filles entrent à l'école. Maintenant, pour qu'elles y restent, pour qu'elles aient de bons résultats, c'est là où on doit mettre l'accélérateur. Et je rappelle que... En 2024, quels sont les résultats par rapport à l'accès, le maintien? Par rapport à l'accès, on peut noter une petite évolution. Je prends peut-être à titre d'exemple l'accès aux filières scientifiques, où on avait, malgré l'indice de parité en faveur des filles, plus de garçons que de filles. Je pense que cette année-ci, l'indice de parité est en faveur des filles.
par rapport au maintien aussi, on est un peu au-delà de la barre de 50% pour le taux brut de scolarisation au moyen. Et au secondaire, on avoisine les 40%. Ça veut dire qu'il y a des efforts, mais vous comprendrez aisément que ce n'est pas suffisant, qu'il nous faut aller au-delà de cette barre des 40-30% de taux brut de scolarisation pour le moyen et pour le secondaire. Et en tant que cellule genre et équité aussi, nous sommes en train de réfléchir et de chercher un partenariat pour la mobilisation des garçons et leur accès à l'école. Mais je rappelle aussi qu'il y a une dimension importante. Le ministère, l'État du Sénégal a pour option la prise en compte des daara. Et je sais que dans l'évaluation du taux d'accès, cette dimension était très peu prise en compte. On a beaucoup de nos garçons qui sont dans les structures d'enseignement coranique, dans les daara et autres. Donc cela nous permettra d'avoir en tout cas des informations plus importantes sur la scolarisation des garçons et la diversification de l'offre éducative qui a joué aussi un rôle. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer? Les difficultés, c'était des contraintes de temps liées à la fin du projet. Et je pense qu'en termes de cible, nous avons quand même travaillé à ce qu'il y ait une bonne représentation qui nous permette d'avoir des résultats comme on les attendait. Donc c'était un peu un échantillonnage en privilégiant les régions où on a plus de difficultés, des zones où les TB sont encore très faibles, en privilégiant les structures où on sait qu'on a quelques difficultés, notamment la direction des ressources humaines. Mais nous avons travaillé quand même avec l'ensemble des IA et des IAF. Et avant d'aller vers la validation du rapport, nous avons tenu plusieurs séances avec les acteurs du niveau déconcentré, les acteurs du niveau central pour avoir leurs inputs. Et lors de l'atelier de validation aussi, on a eu beaucoup de recommandations qui ont été prises en compte pour dire que c'est quand même un document assez exhaustif, qui n'est pas cependant allé dans les classes. C'était un choix à faire. Soit c'était le niveau stratégique, d'abord pour voir quelle est la situation et nous permettre de nous déployer, et ensuite aller vers le niveau le plus bas, notamment les écoles et autres. Et ce travail-là devra se poursuivre. C'est vrai que nous avons notre stratégie qui nous aidera à avancer, mais nous devons travailler à avoir la bonne information venant du niveau école. Parce que c'est là où on va toucher les problèmes du doigt. Mais n'empêche quand même, en tout cas, en termes d'identification des obstacles, l'audit nous a permis d'avoir les informations. Et en termes de recommandations, les acteurs en ont fait, et de très intéressantes. Une des activités phares donc, de la cellule genre, si vous me permettez, c'est la Journée nationale de l'éducation des filles, organisée au CICAD à Diamniadio. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce qui a motivé l'organisation d'une telle activité, la dimension et les enjeux? Oui, la Journée nationale de l'éducation des filles se célèbre chaque année, le 11 novembre. Cette année, vous savez qu'il y a eu un contexte particulier avec les élections législatives. Donc, c'était dans la période, ce qui a un peu impacté l'organisation à date échue. Mais ça n'a pas empêché, au niveau déconcentré, que les inspections d'académie organisent leur journée, qui est un moment fort de plaidoyer, d'échange, de partage avec la communauté pour la promotion de l'éducation des filles, accès, maintien, performance. Et cette année, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Madame la Première Dame en Chine. Elle s'est engagée pour la promotion de l'éducation des filles. Et nous, en tant que ministère de l'Éducation nationale, on ne pouvait pas rester insensible à cela. Donc, Monsieur le ministre nous a demandé de travailler à voir comment accompagner la Première Dame, mais comment l'impliquer aussi dans nos travaux pour une meilleure prise en compte des filles, pour renforcer l'éducation des filles, la formation des femmes et autres. C'est ce qui a fait que nous l'avons choisi comme marraine. Oui, nous lui avons demandé, nous l'avons sollicité pour qu'elle soit la marraine de la cérémonie, ce qu'elle a accepté. Et elle est venue personnellement présider, donc prendre part à la manifestation de clôture des activités liées à la GINEF. Cette opportunité a été aussi saisie pour un peu repositionner le Sénégal
sur l'échiquier international, avec le lancement de la campagne Africa Educator, l'Afrique éduque sa fille, mais aussi du GCI, Gender, priorité à l'éducation, Gender at the Center en anglais. GCI, qui est une initiative, donc de l'initiative des Nations Unies pour l'accélération de l'éducation des filles, de l'UNICEF, Ngaï dépend de l'UNICEF, mais aussi de l'UNESCO. Donc, cela veut dire que le Sénégal est engagé dans cette dynamique pour le secteur de l'éducation. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, le Sénégal va bénéficier d'un appui de l'UNICEF. C'est le fonds UNICEF pour le développement de l'éducation des filles que le ministre a lancé en même temps. Donc, c'était 2 campagnes et un fonds qui ont été lancés ce jour-là. Et il en a profité pour signer aussi le manifeste de Freetown, qui engage le Sénégal, donc voilà, pour la promotion de l'éducation des filles en général, mais surtout qui fait du Sénégal, qui veut faire du Sénégal un pays leader pour une éducation transformatrice de genre dans l'éducation. Et Baldé avait souligné le fait qu'on ne parle plus d'accès maintenant. On a vu que les filles, maintenant, elles sont autant pour moi à l'école. Mais non, le problème qui se pose, c'est le maintien. Comment la cellule fait pour assurer le maintien des filles à l'école? L'accès, c'est vrai, hein, on est quand même très avancé, mais on n'est pas à 100% de filles dans les structures scolaires, donc il y a un travail à faire. Au niveau de l'accès, nous avons les filles en situation de handicap à rechercher et à intégrer. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est une dimension importante pour la Journée nationale d'éducation des filles de cette année. C'est le thème. Pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté. Et vous avez vu que nous avons mis en avant les filles, parce que toujours ce sont les adultes qui prennent la parole lors de ces cérémonies. Et voilà, aujourd'hui on a dit il faut qu'elles nous disent ce qu'elles pensent. Elles ont tenu 2 panels, l'un au niveau du ministère le 20 décembre, le deuxième lors de la célébration de la journée le 9 janvier 2025, excusez-moi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait en face de nous des filles alertes qui ont compris qu'elles devaient parler au nom de leur père. Et l'une, en tant que fille de collège dans un établissement normal, si je puis m'exprimer ainsi, l'autre, elle est en situation de handicap, elle est non-voyante. Mais je pense qu'elles ont quand même su sublimer le public. Les gens ont apprécié les communications de haute facture. Et surtout le panel du 9 où ce n'était pas un document à lire, mais des questions. Elles ont su répondre avec pertinence et ça nous a beaucoup aidé. Et il y avait aussi une fille des Dara. Donc juste pour dire qu'il faut qu'on fasse confiance à nos filles. Maintenant, pour revenir à cette question de maintien, ça nous renvoie aux 4 grands obstacles en faveur qui freinent plutôt l'éducation des filles. Les obstacles d'ordre institutionnel. Je pense qu'on a eu beaucoup d'avancées en termes de textes, mais il faudra toujours creuser, voir qu'il faut... En tout cas, il y a des ajustements à faire. Surtout avec le plan d'institutionnalisation du genre. On va retravailler avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la chaîne PPBSE. Planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation du ministère pour identifier en tout cas les différents leviers à actionner pour que l'institutionnalisation soit effective. Le deuxième ordre d'obstacle, ce sont les obstacles d'ordre pédagogique. Nos documents. Est-ce que ces documents sont exempts de stéréotypes? Est-ce que ces documents développent en tout cas permettent aux filles de voir et aux garçons de voir qu'ils ont la possibilité d'avancer dans le secteur de l'éducation. Quelles sont les informations que nous transmettons? Et c'est important parce que la transmission d'informations joue sur le mental des enfants. Quand on leur fait comprendre que la fille, donc au-delà d'un certain niveau, peut s'arrêter et aller chercher un mari, c'est briser l'élan de la vie. Quand on fait croire au garçon qu'à un certain niveau, il peut aller faire autre chose qui peut lui rapporter de l'argent, c'est la même chose. Donc, il nous faut travailler à cela. Le comportement de l'enseignant, qui doit aussi être exempt de stéréotypes dans la dimension pédagogique. Parce que si l'enseignant se met à distinguer les filles des garçons, alors que
Ça peut être un frein. Je reviens sur le genre. Ce sont les rapports. Le genre est différent du sexe. Le genre, c'est surtout les relations socio-culturelles entre les hommes et les femmes. Il faudrait qu'on montre à ces enfants que la différence entre nous, femmes et hommes, se situe à un niveau physiologique. Et au-delà, ils ont les mêmes aptitudes pour entrer à l'école et y réussir. Donc, c'est important de mettre le focus sur la dimension pédagogique. Le troisième ordre d'obstacle sont les obstacles économiques. Quand les parents vivent des difficultés économiques, la tendance est souvent d'investir sur le garçon et de demander à la fille d'aller travailler pour aider justement à la prise en charge de l'éducation du garçon. Ou tout simplement, on va chercher un bon mari, comme qui dirait, donc à la fille qui pourra appuyer la famille. Et souvent même, on les retire les deux, les garçons comme filles de l'école, parce qu'on n'a pas les moyens de prendre en charge les frais scolaires. Et à ce niveau, quand même, des efforts sont faits, ce qui renvoie aux obstacles d'ordre institutionnel, avec l'arrêté qui limite un peu les frais d'inscription pour le moyen secondaire et les frais de scolarité qui sont gratuits pour l'élémentaire. Ce qui est plus difficile maintenant, ce sont les obstacles d'ordre culturel. Justement. Et ça demande un travail de sensibilisation, de communication, de plaidoyer à l'endroit des communautés. Je sais qu'il y a des avancées, mais il y a énormément à faire encore à ce niveau-là pour qu'on comprenne que les filles doivent avoir autant de chances de réussir à l'école que les garçons. Et malheureusement, jusqu'à présent, quelque part, les filles ne sont pas encore... on n'a pas encore ce que nous attendons par rapport à l'intervention parentale communautaire pour aider au maintien et aux performances des filles. Et c'est un autre problème d'ailleurs qui est ressorti dans notre audit, c'est le comportement des filles et des filles aux examens scolaires. Entre 2020 et 2023 ou 2024, c'est seulement cette année qu'on a vu que les filles ont réussi mieux à l'examen du CFE que les garçons. Sinon, pour tout le reste, ce sont les garçons qui réussissent mieux. Parce que nous faisons aussi un suivi des résultats scolaires. Et en espérant que ce que nous sommes en train de faire en termes d'appui pour les bourses, pour prendre en charge ces dimensions culturelles, économiques, excusez-moi, en termes de disponibilité de serviettes hygiéniques, c'est essentiel. Beaucoup de filles peuvent rester 6 jours sans aller à l'école. Et par rapport à la dimension économique, dans certaines localités, malgré tous les efforts, quand les filles sont retournées à l'école, et même les garçons, c'est juste le temps de passage de l'équipe de sensibilisation. Ensuite, on les revoit en train de soit de vendre à la sauvette ou carrément d'aller vers des cadres qui leur rapportent de l'argent immédiatement. Je pense que c'est très difficile. Il y a beaucoup d'obstacles. Lors de la journée, on a vu vraiment des initiatives aller chercher des ambassadrices. Le suivi, c'est quoi par rapport à ces choix? Ces ambassadrices-là, nous ne les avons pas choisies au hasard. Ce sont des femmes qui se sont investies pour la promotion de l'éducation globalement, des femmes qu'on peut montrer comme modèle aussi à ces jeunes filles, même si au-delà de cela, nous allons aussi vers le choix de jeunes ambassadrices au niveau local à qui les filles pourront s'identifier. Donc, voilà, des modèles. Mais ces femmes-là, on peut les appeler aussi les influenceurs de l'éducation pour nous permettre d'aller vers la mobilisation de ressources, mais aussi la sensibilisation de la communauté pour une meilleure prise en charge dans le cadre de l'accès du maintien des performances des filles. Bon, Mamie, le temps nous est compté. Et avant-dernier point, c'est les défis aujourd'hui qu'il faut relever donc, au sein donc, de cette cellule genre et équité donc, du ministère de l'Éducation nationale. Ajouter seulement, donc quelles sont les stratégies que la cellule met en œuvre pour freiner les violences qu'on constate, basées sur le genre surtout, qu'on constate à l'école. La cellule, je l'ai dit tantôt, nous avons déjà notre guide harmonisé
qui est une réponse donc, du Sénégal face aux violences basées sur le genre en milieu scolaire. Ce guide qui s'adresse aux enseignants, au personnel d'encadrement, notamment les inspecteurs de l'éducation et de la formation. Ce guide qui entre dans la classe. J'ai parlé tantôt de dimension pédagogique. Le guide forme les enseignants, leur permet de partir de leur fiche, de leur pratique pédagogique pour intégrer cette question des violences. Au-delà du guide, j'ai parlé de la plateforme. Nous avons un référentiel de détection, de signalement, de détection, de référencement et de prise en charge des cas de violence qui sera mise à jour parce qu'on veut que la communauté s'implique davantage. Nous avons aussi les commandements de l'éducation pour la prise en compte de la protection, pour une meilleure protection, ce qui va sortir bientôt. C'est un outil simple, imagé, facile d'utilisation. Nous sommes en train aussi de travailler à la diffusion de ce que l'UNICEF appelle l'ABCDR. Ce sont des outils d'autoprotection pour les enfants. Et au-delà, on nous a aidés, en tout cas avec l'orientation de M. le Premier ministre, le règlement intérieur, c'est déjà acquis. Et nous voulons vraiment que chaque acteur s'implique. Parce qu'on sait que ces violences, même si on parle de violences en milieu scolaire, il y a le chemin de l'école, l'impact, la sécurité routière, le chemin de l'école, l'impact des violences subies en famille sur les résultats scolaires. Et par rapport à cela, dans chaque école, dans chaque établissement, aujourd'hui, on devrait disposer d'un enseignant référent. C'est une circulaire qui demande le choix d'enseignant référent. C'est un enseignant proposé par les élèves, pas quelqu'un que l'on nomme sur le tas. Voilà. Mais les élèves peuvent dire nous voulons telle personne parce que nous avons confiance en cette personne-là. Et c'est à l'autorité maintenant, le directeur d'école ou le chef d'établissement, de valider ce choix, de le transmettre à l'IA, qui transmet à l'IF pour nous permettre d'avoir la liste des enseignants référents qu'on doit mettre à jour d'ailleurs pour l'année 2024-2025. Les défis maintenant. Les défis, je l'ai dit tantôt, c'est le maintien. Comment faire pour que nos filles qui entrent restent. Les défis, c'est l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, dans les 16 académies, nous n'avons que 2 femmes. Dans les 59 IEF, nous n'avons que 5 femmes. C'est très peu. Au niveau central, vous êtes bien choyés là-bas. Je n'ose pas dire c'est pire. On n'est pas choyés parce qu'on a combien de directrices nationales aujourd'hui? On n'a que la directrice de l'enseignement élémentaire. La secrétaire générale, la coordonnatrice de la cellule genre. La coordonnatrice de la cellule genre. Donc c'est qui a été remplacée. Voilà, quelques postes de responsabilité au niveau central. Mais au-delà, c'est surtout dans les structures scolaires. Parce que si on a des femmes responsables dans les localités les plus éloignées, elles vont non seulement aider en tant que relais pour les interventions du ministère de l'Éducation nationale pour la promotion de l'éducation des filles, mais elles serviront de femmes modèles à toutes ces jeunes filles-là pour leur montrer qu'avec l'éducation, on peut arriver à être une bonne actrice de développement. Parce que je pense que le premier acteur de développement de notre pays, c'est l'enseignant qui forme les citoyens, qui donne le bon produit au Sénégal. Et le dernier défi maintenant, c'est de réussir l'institutionnalisation de la dimension genre dans le secteur de l'éducation. Que chacun comprenne pourquoi il faut le faire, comment nous devons le faire, et dans chaque programme, quelle est la démarche, la bonne démarche pour une bonne intégration du genre. Peut-être les priorités au niveau donc de la cellule genre équité pour 2025. Pour 2025, nos priorités, c'est le plan d'accompagnement des jeunes filles. On a besoin qu'elles soient à l'école et y restent. Nos priorités, c'est de partir du numérique pour récupérer des enfants déscolarisés. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants hors système et nous sommes donc genre, garçons et filles. Nos priorités, c'est une meilleure sensibilisation pour l'enrôlement des enfants en situation de handicap. Et nos priorités, c'est un peu la recherche-action relativement à la prise en compte de la dimension genre dans le secteur de l'éducation. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que cela a donné comme résultat? Qui peut aider? Parce que ça aussi, c'est important. Et je reviens sur la GINEF. Avec les ambassadrices, nous mettrons en place une plateforme d'échange avec ces dames, ces braves dames
et qui ont commencé à donner des résultats d'ailleurs, parce que l'une d'entre elles nous a saisi hier pour nous dire qu'ils ont pu avoir avec la Fondation Sonatel donc la mise en place de cantines scolaires dans des écoles. Et c'est ça que nous attendons de ces ambassadrices. Et peut-être maintenant, ce que nous avons aussi comme priorité pour cette année, c'est l'approche multisectorielle. Comment faire pour que les ministères avec lesquels nous travaillons s'impliquent davantage. Le ministère de la Famille et des Solidarités, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice pour la protection des enfants et autres. Et le ministère de la Jeunesse, bien sûr. Formation professionnelle, enseignement supérieur. Ça doit être vraiment une gestion interministérielle. Interministérielle pour que la mayonnaise prenne, comme qui dirait. En tout cas, on le souhaite vivement. Même ça a été un plaisir de conduire. Le plaisir est partagé, Baldé. Le plaisir est partagé. Justement, la remercier pour la qualité de son intervention. Et seulement lui permettre peut-être de présenter ses vœux pour cette année. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs. Je présente mes vœux à toute la communauté éducative. Nous allons vers une société éducative. Et pour nous, en tout cas, ce que nous souhaitons pour 2025, c'est que cela commence à prendre forme, qu'il y ait davantage d'implication de tous les acteurs dans la prise en charge de l'éducation globalement. Mes vœux, ce sont des vœux de réussite pour les garçons et les filles, mais surtout les femmes enseignantes, ces vaillantes dames qui sont sur le terrain, qui gèrent cette dimension sociale à la maison et qui se battent pour faire des résultats. Et je dois dire aussi, c'est important qu'une étude de l'UNESCO a montré qu'au Sénégal, les femmes chefs d'établissement, directrices d'école, sont très performantes en termes de résultats scolaires, en termes de gestion de l'environnement scolaire aussi. Juste pour dire que le ministère a bien raison de développer un plan de promotion des enseignantes. Merci beaucoup vraiment, chers téléspectateurs. C'était Marie Siby, coordonnatrice de la cellule genre et qui était au sein du ministère de l'Éducation nationale.